Vous écoutez l'épisode 10 du podcast Les Petits Plus Zen, un podcast qui aide à comprendre les enfants, à les aider à grandir et à préparer l'entrée à l'école ou le lien école-famille-parents. On va parler aujourd'hui de l'accueil des émotions qui fait suite à l'épisode 9 de la semaine dernière sur la cheminée des émotions. Je m'appelle Séverine Feiss, je suis enseignante en REP+ depuis 20 ans. J'ai eu tous les niveaux de classe et j'ai particulièrement apprécié le dispositif des moins de 3 ans, où j'ai pu discuter avec de nombreuses familles et les aider à avancer dans la compréhension et l'accueil des émotions des enfants. Donc par rapport à ce cheminement-là, si vous avez écouté l'épisode 9, on en était au constat avec certains parents que l'enfant, d'un coup, se mettait à être dépassé, submergé par une colère, par une tristesse, par une peur, par une joie aussi, ou par une honte, un dégoût, et que l'enfant lui-même se sent impuissant par rapport à cette émotion qui la traverse, et le parent, bien souvent, ne sait pas comment accueillir l'émotion de son enfant, d'autant plus si elle arrive au milieu du supermarché, ou au retour de l'école le soir quand tout le monde est bien fatigué, ou au milieu de la signature du prêt à la banque pour votre future maison. Donc évidemment, on ne choisit pas le timing de l'émotion de l'enfant. Vous avez vu que l'allumette qui déclenche le feu de cheminée, on ne sait pas toujours à quel moment elle va arriver. On sait qu'elle va arriver puisque les enfants sont comme ça. Ils ont de nombreuses occasions dans la journée de réveiller en eux une flamme plus ou moins intense, plus ou moins énorme. Et nous, en accompagnant cette émotion, en l'observant d'abord, on va pouvoir aider l'enfant à la comprendre, à l'apprivoiser et peut-être aussi à la prévenir ou à la célébrer si c'est une émotion qu'il a envie de garder. Donc bien entendu, on va pouvoir commencer déjà par ce petit distinguo que les émotions sont parfois classées entre positives et négatives, notamment la joie, qui est assez isolée des autres, puisque par principe, certains parents disent « Oui, mais j'aime pas quand il a peur, j'aime pas quand il se met en colère, j'aime pas quand il est triste et qu'il boude, ou alors qu'il se cache derrière tout le monde parce qu'il a peur ou qu'il a honte. » Néanmoins, toutes ces émotions, on les a eues, nous, en tant qu'enfants. On n'a parfois pas eu la chance de pouvoir les vivre complètement, de pouvoir les conscientiser, mais là, l'occasion nous est donnée en tant que parents ou enseignants de faire vivre l'émotion jusqu'au bout à son enfant pour qu'il puisse l'apprivoiser et ne plus en avoir peur. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur finalement de l'intensité de ces émotions. Quand ils sont en colère, quand ils sont tristes, quand ils ont honte, ils n'ont pas les clés de compréhension et ils ne comprennent pas, avec le nombre d'infos intérieures qui leur arrivent, comment s'en sortir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est naturel de ressentir tout ça? Et donc nous, notre cheminement va être de les aider à se rassurer sur le fait que tout le monde traverse ces émotions-là, même nous parents, même nous enseignants. Il nous arrive d'être tristes, il nous arrive d'avoir honte, il nous arrive d'avoir peur, il nous arrive de nous mettre en colère. Et je vous invite à regarder chaque jour le nombre de gens qui ne savent pas apprivoiser leur colère, que ce soit en voiture ou en file d'attente à la poste. On est témoin presque chaque jour de gens qui n'arrivent pas à dépasser ce feu de cheminée intérieur, cette puissance de l'émotion, et la font parfois rejaillir sur les autres, patrons, voisins, enfants, etc. Je pense que vous avez déjà des exemples qui vous viennent en tête. Donc si on reprend l'allégorie de la cheminée dont je vous parlais à l'épisode 9, notre liste de combustible, notre inventaire de combustible, elle ne se fait pas tout de suite. Je pense qu'avant l'âge de 3 ans, l'enfant est incapable d'avoir cette notion qu'à l'intérieur de lui, il y a des briquettes, des allumes-feu, des bûches de jour, des bûches de nuit. Pour certains adultes, c'est déjà compliqué d'approcher cette idée, puisque si on n'a jamais été élevé dans nos émotions, si on n'a jamais appris à réfléchir à nos émotions, on n'en a peut-être même pas nous-mêmes conscience, et c'est un chemin que j'ai fait assez tardivement, que j'ai fait après 30 ans, et de se dire que l'enfant, lui, à 3 ans, à 4 ans, et même à 7 ans, est incapable de faire le point
sur ce qu'il y a comme combustible à l'intérieur de lui. Donc nous, on va être là pour lui expliquer ce fonctionnement interne, on va être là pour le rassurer sur le fait que tout le monde traverse ces émotions-là, non pas pour lui dire « oui, ton frère aussi » ou « oui, moi aussi, je suis fatiguée » ou « oui, moi aussi, je suis triste », mais pour l'accueillir dans le sens « c'est normal que ça t'arrive et je vais te donner des outils ou des clés pour que tu puisses en sortir ». Donc la première étape pour aider l'enfant à accueillir son émotion, ça va être bien sûr de se mettre à sa hauteur, c'est l'épisode que je vous ai présenté en tout premier, l'épisode 2, de se mettre à sa hauteur, de le regarder en contact visuel et de lui dire « Oula, je vois que là tu as très peur, est-ce que tu as peur ?» Établir le contact avec son cœur, avec son émotion, avec sa cheminée intérieure, avec son incendie, et de constater, de poser un mot sur cette émotion, de la nommer, ça fait déjà une partie du travail. Parce qu'il se sent compris, il se sent écouté, et il n'est plus seul dans cette épreuve. Vous êtes à côté de lui pour lui dire « Je vois que tu as peur, je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu es triste? Ou est-ce que tu es content? Ou est-ce que... » Faites une hypothèse, et si ce n'était pas la bonne, au moins l'enfant sentira l'effort et la volonté de rentrer un petit peu pour voir son feu de cheminée. Les enfants qui ont un feu de cheminée énorme à l'intérieur se sentent encore plus seuls quand personne ne s'occupe de leur feu de cheminée. Et ça arrive malheureusement beaucoup en classe. Je vois certains enfants qui sont en proie à une émotion terrible, que ce soit par rapport à la séparation, puisque c'est une des problématiques qui revient beaucoup à l'école. Donc ils sont en proie à une émotion terrible, ils ne savent pas comment la regarder, comment la comprendre, et ils ne savent pas non plus comment l'apprivoiser et faire la paix avec elle. Donc première étape, se mettre à sa hauteur, connecter avec son vécu, avec sa vulnérabilité, puisque lui il sent bien qu'il a un comportement inhabituel pour lui, il a un comportement qui parfois font réagir les adultes. Ça veut dire que si on commence par dire « Ah mais c'est bon, arrête de pleurer », ça ne donne pas l'émotion et le droit à l'enfant d'avoir ce feu de cheminée en lui. Donc en plus de ne pas comprendre son feu de cheminée, en plus de ne pas savoir l'éteindre ou attendre qu'il s'éteigne tout seul, il se rajoute une culpabilité de ne pas faire plaisir à son parent, de ne pas être compris, de ne pas être écouté. Donc, se mettre à sa hauteur, ça permet déjà à l'enfant de constater, en effet, il y a un feu de cheminée en moi, qu'est-ce que je vais en faire et comment il s'appelle. Donc, une fois que vous avez nommé cette émotion avec lui, vous pouvez commencer à refaire le cheminement cause-conséquence de sa pensée, une certaine origine de cette émotion. Donc on est en train de chercher quelle est l'allumette, quelle est l'étincelle, quel est le briquet qui a déclenché l'émotion et l'incendie. Donc peut-être que c'est quand son copain lui a pris des mains le camion rouge. Et dans ce cas-là, on peut lui faire cette proposition. Est-ce que ça t'a mis en colère ou est-ce que ça t'a rendu triste quand Tristan a pris ton camion rouge alors que tu voulais le garder? De poser le fait que cette émotion n'est pas venue de nulle part, que cette émotion a une origine, que cette émotion ne dépend pas uniquement de lui, mais a été déclenchée, a été stimulée par une action extérieure, par un objet extérieur, parfois par une personne extérieure, mais on y reviendra, surtout pas le fait de dire que c'est la faute de la personne extérieure, non, c'est l'élément extérieur qui a déclenché en lui ce feu de cheminée. Ça le permet à ce moment-là, à cette étape 2, de redescendre encore un peu dans la peur de ne pas contrôler cette émotion, dans la peur de ne pas avoir le droit de ressentir cette émotion. Quand vous lui dites, est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas être dans le noir que tu as peur de t'endormir? Vous créez une hypothèse avec lui, vous créez un lien de cause-conséquence qui le rassure dans son idée qu'il n'est pas en train de dérailler, il n'est pas en train d'avoir un comportement inacceptable. Il a une explication à son feu de cheminée. Donc c'est une étape importante, c'est pas une étape facile, parce que si on ne connaît pas très bien l'enfant, ou si on n'était pas là au moment du démarrage du feu, on n'a pas toujours l'allumette en visuel, on n'a pas toujours été témoin
de cette étincelle, donc on cherche avec lui ce qui a déclenché son feu de cheminée. Ensuite, selon son état émotionnel, si vous trouvez qu'il est dans un état d'écoute possible, on va essayer de trouver une stratégie pour accueillir cet incendie, pour accueillir ce feu. Donc une stratégie, on en a parlé un tout petit peu dans l'épisode 9, ça peut être peut-être de changer l'orientation des flammes. Donc non seulement on ne va pas en rajouter sur les stimulus extérieurs, on ne va pas remettre une allumette parce que sinon ça risque d'enclencher une nouvelle flamme. Donc on évite de surenchérir dans les éléments extérieurs, donc par un calme apparent de l'adulte, par un calme aussi de l'environnement. Ça veut dire que s'il commence sa colère au milieu du supermarché, peut-être qu'une des premières actions ou une des premières stratégies, ça va être de se mettre dans un coin. Ça va être de s'isoler pour ne pas rajouter d'allumettes potentielles ou d'étincelles potentielles, de stress, de peur, de gens qui nous regardent et tout ça. Donc on essaye de trouver une première action qui va nous aider. Donc ça peut être de retirer au maximum les allumettes autour du feu. Ça peut être éventuellement d'ouvrir ou de fermer la petite tirette d'alimentation en oxygène en lui disant « Tu sais, ça m'arrive aussi de me mettre en colère, je pense qu'on va trouver une solution, je reste avec toi, on va essayer de trouver ce qui peut t'aider ou on va essayer d'en parler ensemble pour que tu aies moins peur de cette émotion. » Donc, suivant l'âge de l'enfant, vous allez vous mettre à son niveau et continuer l'hypothèse et l'observation de ce qui se passe en lui. Et puis, une des étapes supplémentaires, ça va être de lui redonner un peu le pouvoir. En lui disant, quand tu es comme ça, est-ce que tu aurais plutôt envie de ou envie de, pour qu'il se sente acteur de la fin de cette émotion. Est-ce que tu as envie de te calmer tout seul ou on va danser tous les deux? Est-ce que tu as envie d'un peu de calme ou on va faire telle ou telle action qu'il aime bien d'habitude? Donc on n'est pas dans la diversion du feu. On ne va pas mettre une grosse couverture sur la flamme. On va lui proposer soit de fermer l'arrivée d'air et de changer de pensée ou d'y réfléchir plus tard ou de l'accompagner ou de faire quelque chose qui va l'aider. Donc ces pistes-là, elles sont individuelles, elles font aussi partie du TEKIL. Ça veut dire que les stratégies ne vont pas marcher pour tous les enfants, les idées ne vont pas marcher pour tous les enfants. C'est en connaissant bien votre élève ou votre propre enfant que vous saurez comment accueillir son émotion et cette flamme-là précisément. Et puis en grandissant, cette flamme-là sera un peu différente suivant la composition des bûches. Une fois que l'enfant a compris que cette éruption volcanique, que cette chose à l'intérieur de lui était un processus humain, que ça vous arrive aussi, que personne n'est parfait, qu'il n'y a pas d'idéal et de magie pour enlever ses émotions, on va pouvoir ensuite lui dire, tu vois, cette émotion, elle te donne une information. Cette émotion, elle te dit que tu es vraiment très très heureux de revoir ta cousine pour son anniversaire et c'est pour ça que tu sautes partout et que tu n'arrives pas à parler doucement, que tu n'arrives pas à ceci, que tu n'arrives pas à cela. Donc, il redevient à la fois responsable de son émotion et à la fois il se sent inclus. On a parlé du besoin d'appartenance dans le besoin d'identité et de relation. Il se sent inclus à la famille humaine, des gens qui, oui, ont des émotions, qui, oui, vivent des choses intérieurement, qui ne sont pas toujours visibles, mais qui sont parfois tumultueuses. Et on a la même chose en tant qu'adulte. Bien entendu, ce qui se passe à l'intérieur de nous peut être à la fois réactivé par une étincelle extérieure, d'un coup, qu'on n'a pas vu venir, et aussi réactivé, et c'est un point de vigilance dont je parle souvent sur les rooms Clubhouse, réactivé par la propre colère ou la propre tristesse de notre enfant. Bien souvent, quand l'enfant est très en colère, ça réactive chez nous quelque chose de difficile, quelque chose presque de dangereux, comme si ça nous remettait à l'époque où nous étions en colère, à l'époque où nous étions tristes, et si l'accueil des émotions n'avait pas été fait dans le sens
dont je vous proposais les pistes d'action tout à l'heure, si on n'a pas nous-mêmes vécu cet accompagnement des émotions, on est parfois dans une souffrance un peu réactivée, de se dire oui, mais enfin, voilà, moi j'ai fini par accepter toutes ces émotions, voilà, tu peux te taire, c'est pas grave, arrête de pleurer, t'es méchant, t'es vilain, je t'aime plus, va te calmer. Toutes ces phrases qu'on a peut-être entendues nous, et qui ne nous ont pas aidés, si on y réfléchit vraiment. Et je vous invite du coup à prendre un peu de temps pour réfléchir à comment vos émotions ont été accueillies, vous, comment vos incendies ont été accueillis, vous. Est-ce qu'on vous laissait éteindre le feu tout seul sans vous expliquer pourquoi ce feu était là et comment on pouvait l'arrêter ou pas? Et de se dire que quand notre enfant réagit comme ça, quand notre enfant se met à hurler, à pleurer, à crier, à pas vouloir sortir de sa cachette, toutes ces émotions-là, elles remontent à la surface comme des bulles un peu incontrôlables, et de se dire, à ce moment-là, je suis en colère parce que ça réactive quelque chose en moi. Je ne suis pas en colère parce que mon enfant est en colère. Je suis en colère parce que moi-même, je n'ai pas fait la paix avec mes émotions. Donc on y reviendra, mais c'est un petit point de vigilance que je vous invite à faire. Et concernant les phrases qu'on pourrait avoir quand notre enfant est traversé par cet incendie, je vous invite à être très vigilant sur le côté « tu es méchante, oh arrête, c'est pas grave, oui, t'es tombée, et alors arrête de pleurer », tout ça. Ces phrases qui sont entre le jugement, la critique, ces phrases qu'on a tous dit un jour parce que nous-mêmes, on est humains et nous-mêmes, on est vulnérables, mais ces phrases desservent l'incendie. Ces phrases n'aident pas l'enfant à comprendre son émotion et n'aident pas l'enfant à en sortir. Quand on lui dit « tu es méchant » parce qu'il s'est mis en colère et qu'il a jeté un objet, l'enfant apprend que non seulement son émotion n'est pas entendue, qu'on ne l'aide pas à en sortir, et en plus qu'il devient, alors qu'il n'est pas, il devient la colère, il devient méchant, parce qu'on associe la colère à de la méchanceté, ou qu'on associe son comportement à une valeur qu'on aurait jugée moins bien, négative, mal. Et tout ça, je vous invite à détacher les émotions et le comportement de l'enfant des mots qu'on pourrait placer sur eux. On y reviendra sur un épisode sur les étiquettes, mais comme on parle des émotions, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette petite notion-là. Donc, on a déjà évoqué plusieurs pistes pour l'enfant et pour l'adulte. Cette notion de ne pas surenchérir dans l'incendie que notre enfant traverse déjà, elle est difficile à faire. On va en parler beaucoup dans le cercle Tequil, si vous voulez nous rejoindre là-dessus. On va aussi parler des soupapes qui nous permettent vraiment d'éviter d'enchaîner les petits allumes-feu avec les briquettes et plutôt de calmer notre feu intérieur en disant « bon, je vais plutôt mettre des bûches de nuit pour pas réagir à chaque déclencheur extérieur, pour pas réagir à toutes les occasions de s'énerver qu'on a dans notre journée, parce que je pense que vous comme moi, on en a plus d'une dizaine chaque jour de raisons de s'énerver, mais qu'en calmant notre feu et en composant notre foyer avec des bûches un peu plus résistantes aux stimulus extérieurs, aux allumettes, aux étincelles, on peut, je crois, essayer d'apprivoiser plus ces incendies et de ne garder de ces incendies que des informations qui nous permettent d'aller plus loin dans notre connaissance de nous, de monter tout en haut du phare et d'approfondir que cette émotion a une information à nous dire en tant que parent, a une information à nous dire en tant qu'enfant, peut-être notre enfant de l'époque ou peut-être notre enfant actuel. Ne prenez ces incendies que comme des sources de réflexion, que comme des sources d'apprentissage extérieur et intérieur, dans le sens où il n'y a pas, à ce moment-là de l'incendie, d'autre sortie que de s'asseoir avec l'enfant et de lui expliquer ce qui se passe en lui pour qu'il redevienne à la fois maître et acteur de son émotion. C'est long
c'est difficile. Je pense que même nous, en tant qu'adultes, on ne prend pas toujours le temps de le faire, ce processus, puisque quand on est très triste ou très en colère, ou qu'on a très peur d'un projet, ou de se lancer, ou qu'on est vraiment très content, on balaye parfois encore, à notre âge, l'émotion sans l'observer et sans la vivre de l'intérieur. Donc c'est des notions qui rejoignent pas mal de branches, pas mal de lectures. Vous pouvez vous intéresser à ça de façon vraiment en arborescence, puisque les émotions, c'est central dans l'éducation. Et je pense que les émotions sont centrales aussi dans notre cheminement de parents, donc dans la parentalité. Voilà un petit peu les éléments que je voulais éclaircir sur l'accueil des émotions. On reparlera beaucoup de tout ça, notamment du fait que si nous, on apaise nos émotions en tant qu'adultes, il sera bien plus facile par la puissance du modèle de transmettre à nos enfants comment nous, on agit avec nos émotions pour que lui trouve les meilleures stratégies selon ses besoins à lui, de résolution d'émotions et d'accueil de ses émotions. Vous m'avez entendu beaucoup dire accueil des émotions parce qu'il y a une grande polémique actuellement sur on ne peut pas gérer une émotion, on ne peut pas la contrôler. De la même manière que quand le feu est allumé, c'est bien gentil de dire gérer le feu, mais à un moment, le feu est quand même là. Donc on va accueillir ce feu, on va voir ce qu'on en fait. Bien entendu, il y a des gens qui préfèrent balancer le seau d'eau et on n'en parle plus. C'est une option. Il y a des familles qui lancent des seaux d'eau sur les émotions. C'est à vous de voir si cela vous convient encore. C'est à vous de voir si quand on vous lançait un seau sur votre émotion quand vous étiez enfant, c'est quelque chose qui vous a aidé ensuite à construire votre vie. Je vais vous laisser réfléchir à toutes ces petites pensées, toutes ces petites pistes et ces paillettes de réflexion. Bien entendu, cet accueil des émotions fera l'objet d'un module entier dans le cercle Tequil, dont je vous ai parlé en épisode 8. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais ouvrir les inscriptions bientôt. Vous pouvez envoyer un petit mail sur lppzen@gmail.com. Vous pouvez envoyer un message aussi sur Instagram, les petits plus zen, si vous voulez participer à la première aventure Tequil avec moi. On parlera de l'accueil des émotions, on parlera du lien entre les émotions et les besoins, puisque bien entendu, une fois qu'on a compris l'information que voulait nous donner cette émotion, on va pouvoir raisonner et mettre en parallèle quel était le besoin de l'arc-en-ciel qui a soit déclenché l'émotion, soit qui a alerté à travers de l'information de l'émotion quel était le besoin actuel de l'enfant. Quand il se met à avoir très peur de quelque chose, ça active le besoin de sécurité, ça active le besoin de comprendre, ça active le besoin de chercher un allié, une protection, une connexion avec quelqu'un. Donc le lien entre la cheminée des émotions et l'arc-en-ciel des besoins va être une des grandes parties du cercle Tequil que je vous encourage à suivre avec moi. Je vois si je vous donne 2 ou 3 informations cette fois-ci ou si on en garde pour la prochaine fois. Ça me paraît déjà pas mal comme ensemble de notions un peu complexes qui se rejoignent les unes les autres. Alors j'avais noté la petite idée philosophique aussi que l'accueil des émotions dans l'idéal, dans l'imaginaire, on voit parfois le moine en tailleur en train de méditer et qui ne semble pas traversé par autant de flammes que nous dans notre journée. Et j'ai un souvenir d'une citation qui est dans le livre « Les 3 amis en quête de sagesse », donc de Mathieu Ricard, de Christophe André et d'Alexandre Jolien, qui disent que les grands sages, et on en est loin bien sûr, moi aussi, tout comme vous, je ne vais pas du tout m'inclure dans les grands sages, j'en suis très éloignée encore, mais que même les grands sages qui font beaucoup d'introspection, de méditation et de réflexion sont encore traversés par tout un tas d'émotions dans leur journée, et bien entendu, puisque c'est une activité interne, un processus interne naturel. Donc on ne contrôlera aucune émotion de nos enfants, on ne contrôlera aucune émotion de nos élèves, et on a bien du mal, nous, à contrôler nos émotions, et c'est pour ça que le terme d'accueillir les émotions, parfois de les apprivoiser quand c'est une émotion qui revient régulièrement comme la colère, de comprendre
pourquoi cette émotion revient, pourquoi cette émotion se déclenche aussi souvent, quels sont mes allumes-feu, à quel moment mes allumes-feu je peux les remplacer par des bûches de nuit. Et donc toute cette thématique, on la travaillera ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un bel été. On est arrivé à l'épisode 10. Je vais laisser un peu de recul pour préparer mon programme Tequil et je continuerai bien sûr l'enregistrement des épisodes, mais je pense qu'ils seront mis en ligne fin août puisque l'ami qui m'aide à mettre ce podcast en ligne a aussi des congés cet été. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a aidé dans votre compréhension de la parentalité et des jeunes enfants. Je reste à disposition, comme je vous l'ai dit, sur Instagram et sur le site lppzen.com pour répondre à vos questions. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez aussi lui donner un avis sur Apple Podcast pour qu'il puisse faire son chemin auprès des oreilles des autres parents. Je vous souhaite un très bel été si vous avez quelques vacances. Profitez bien des tequils en famille. Vous allez pouvoir pendant cet été peut-être faire une petite liste de ce qui marche bien comme tequil avec vos enfants, avec votre conjoint et avec vous-même. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.